On passe à la chirurgie avec la doctoresse Véronique Soupre de Necker. Bonjour à tous. Alors, parler de la prise en charge chirurgicale, en fait, il y a deux volets où le chirurgien peut intervenir. Donc là, on vient d'avoir effectivement un topo très intéressant sur la levée de l'obstruction. On a vu quelles étaient finalement les techniques possibles de levée d'obstruction respiratoire non chirurgicale, mais parfois, quand ce n'est pas suffisant, on peut être amené à faire appel au chirurgien. Donc, on a vu les conséquences d'une obstruction respiratoire chronique avec effectivement le retentissement sur la croissance pondérostaturale, le risque aussi de retentissement sur le développement psychomoteur et les conséquences cardiaques avec l'hypertension artérielle pulmonaire, les cœurs pulmonaires chroniques, etc. Donc, chez le Robin, au cours des premiers mois de vie, il est indispensable de veiller à la désobstruction. Et donc, si les méthodes médicales ne suffisent pas, on va faire appel au chirurgien. Donc, le tube nasopharyngé, on vient d'en parler, je ne vais pas m'étendre. Donc, souvent, il y a une collaboration entre les chirurgiens et les pédiatres, puisqu'on a expliqué que souvent, il fallait une nasofibroscopie pour bien vérifier le trajet du tube. Donc, effectivement, Montpellier et Lyon ont l'habitude du tube nasopharyngé. Nous, jusqu'à présent, on a fait quelques timides essais, mais ça n'a pas toujours été très concluant. La trachéotomie, l'avantage, c'est que c'est un geste qui est assez rapide, qui va être assez efficace pour lever l'obstruction. La trachéotomie est très décriée parce qu'elle présente quand même quelques effets un petit peu indésirables. Le taux de mortalité est quand même minime, mais selon les séries, on peut trouver des taux de mortalité allant de 0,5 à 5%, avec notamment des accidents de décanulation accidentelle qui peuvent être dramatiques. On peut avoir aussi des obstructions par bouchon muqueux. De temps en temps, on a des échecs de décanulation, donc ça c'est plutôt chez les plus grands où on a du mal à les sevrer de leur sonde de trachéotomie. Le taux de complication, il est très variable. Bon, j'ai mis 15 à 19%, mais bon, ça dépend des séries, avec soit des sténoses laryngées sous-glottiques trachéales, on peut avoir aussi, ou laryngotrachéales, on peut avoir des trachéolaryngomalacies, parfois des hémorragies, des pneumothorax. Bon, donc je vous ai fait un petit peu le détail des complications décrites. Au niveau des soins, ça peut paraître relativement lourd. Parfois, c'est un frein aussi au retour à domicile. Dans certains pays, ça représente un coût financier non négligeable. L'avantage du système de soins français, c'est qu'on a une bonne prise en charge sociale. On a l'HAD, on a les ETP. Et c'est vrai qu'à Necker, parmi les enfants qui sont suivis par Véronique, on a quelques trachéotomies par an, mais de moins en moins. Je dirais il y en a peut-être 4 ou 5 maximum. Et la plupart du temps, avec le TP et la prise en charge en HAD, ça se passe très bien. Les autres techniques de libération, enfin d'amélioration de l'obstruction respiratoire, sont des procédés, nous, qu'on ne connaît pas du tout à Necker. Je sais qu'un certain nombre d'équipes, et on parlera plus en détail de la labioglossopexie, la réalisent. Pour certains, ces process sont considérés comme antiphysiologiques. Donc, le procédé de Delorme, c'est un procédé surtout utilisé par les Canadiens de Sainte-Justine. Le principe, c'est de faire une libération sous périostée du plancher buccal de façon à essayer d'améliorer la glossoptose. Je n'en ai aucune expérience. Les publications, il y a très peu de publications et finalement, je ne sais pas du tout si c'est encore quelque chose qui est réalisé par les équipes françaises. Alors, la bioglossopexie, là encore, à Necker, on n'a pas cette expérience. Je sais que c'est utilisé par un certain nombre d'équipes, notamment à Lille, à Marseille, je crois à Tours et à Nantes. Le principe, c'est de lutter finalement contre la glossoptose. Donc, le principe, ça va être de tracter et de fixer la langue en avant
de façon à lever l'obstacle au niveau des voies respiratoires en arrière de la base de langue. La technique actuelle, je vous montrerai quelques schémas et quelques vues opératoires, consiste en fait à utiliser des points d'attache pour la langue, un qu'on va fixer sur l'alvéole mandibulaire et l'autre qu'on va fixer au niveau de la lèvre. On peut aussi ajouter un fil transfixiant mandibulaire et en fait ça va fixer la pointe de la langue vers l'avant. Les complications, elles sont variables. On peut avoir des désunions de cicatrices. Je sais que ceux qui apprennent la labioglossopexie, au départ, c'est un petit peu plus fréquent. Et au fur et à mesure qu'on maîtrise bien la technique, c'est de moins en moins le cas. On peut avoir, comme on est proche du plancher buccal, et que finalement, ce plancher buccal, chez un tout petit bébé, un Robin de quelques semaines, il est tout petit. On peut avoir des lésions, notamment des canaux et des glandes salivaires. Et puis, ont été décrites à long terme, éventuellement des malpositions dentaires, puisqu'on passe très près des alvéoles. Au niveau du principe, donc, on voit le fil transmandibulaire qui vient en fait accrocher la langue. Voilà un autre schéma avec à la fois la fixation de la langue sur la lèvre et la crête alvéolaire, et puis un fil transmandibulaire avec le fameux bouton qui permet de stabiliser la ligature du fil. Donc ça, c'est un schéma. Donc on voit aussi une technique où on prend un lambeau au niveau de la face ventrale de la langue et un lambeau au niveau de la partie vestibulaire de la lèvre. Et on va venir en fait mettre bord à bord les deux lambeaux. Donc voilà une vue péropératoire avec les deux lambeaux levés et on voit la fixation de la langue et la labioglossopexie à distance. Alors, au niveau de la tolérance, ceux qui réalisent la labioglossopexie nous expliquent que ça lève l'obstacle obstructif respiratoire, que ça faciliterait l'alimentation. Nous, on n'a pas d'avis préconçu puisqu'on ne connaît pas la technique. Bon, là, vous voyez des photos d'enfants un petit peu plus grands. Concernant la libération de la labioglossopexie, là encore, la technique de libération, elle doit être faite de façon soigneuse. Ce n'est pas juste un coup de ciseau et on libère la labioglossopexie. En général, elle se fait à distance de la chirurgie palatine, c'est-à-dire qu'on va attendre souvent au moins 2 mois après la fermeture de la fente pour libérer la labioglossopexie. Et donc, le principe, c'est de séparer la langue de la lèvre et de resuturer les deux faces, la face ventrale et la face vestibulaire de la lèvre. Les autres prises en charge, toujours de l'obstruction, on a la fameuse ostéodistraction ostéogénique. Donc, ça a été pas mal décrit, notamment dans les pays américains et le sud-est asiatique. Donc, le principe de l'ostéodistraction, c'est qu'on réalise une ostéotomie mandibulaire et on va avancer le corps mandibulaire pour libérer l'obstacle postérieur. Donc, on fait une ostéotomie, on met en place les distracteurs. En général, ces distracteurs, ils peuvent être soit externes, soit internes, selon un petit peu les habitudes de l'équipe. L'activation, elle se fait quelques jours après l'ostéotomie, donc en général entre 3 et 5 jours. L'avancée, elle va dépendre un petit peu de la taille de la mandibule. Alors c'est classiquement de 1 à 2 mm par jour maximum, mais honnêtement, chez le tout petit Robin de quelques semaines, je ne sais pas si c'est pas 0,5 mm par jour, parce que c'est vraiment des toutes petites mandibules. Et en général, le distracteur est retiré 2 à 3 mois après la fin de la distraction. Les complications, on peut avoir des cicatrices cutanées, notamment quand on met un distracteur externe. Il peut y avoir éventuellement des infections, des expositions du matériel. Sur une mandibule toute petite, on peut avoir des atteintes nerveuses, des atteintes bien sûr des germes dentaires. Et finalement, on ne sait pas trop ce que ça donne à long terme, puisque on peut penser que si on considère que la plupart des syndromes de Pierre-Robin, il y a un rattrapage au moins partiel de la croissance mandibulaire, est-ce que ça a un intérêt d'avancer la mandibule pour libérer l'obstacle?
Ça, c'est vrai qu'on n'a pas la réponse à cette question, d'autant plus que nous, cette distraction mandibulaire, on en fait depuis 1995. On a été pratiquement les premiers à mettre en place des distracteurs miniatures endobuccaux. Donc, on connaît bien la distraction mandibulaire. Quand on est arrivé ici à Necker, il y a bientôt 10 ans, Véronique s'est dit « Oh là là, voilà les distracteurs, ils vont me distracter tous mes robins ». Et ça fait bientôt 10 ans qu'on est là, on n'a jamais mis un seul distracteur chez les bébés. Donc, il n'y a pas de consensus finalement sur toutes ces techniques néonatales. Alors, une fois qu'on a pu être utile pour améliorer l'obstruction, on va s'intéresser à la fermeture de la fente palatine. Donc, il faut bien être clair, effectivement, avec les familles, et ça a bien été dit, c'est que la fermeture de la fente palatine, ça ne va pas régler le problème tout de suite. Donc, il faut bien expliquer aux familles qu'on ne va pas fermer la fente palatine au cours des premières semaines de vie. Là encore, sur les techniques de fermeture de fente, il n'y a pas réellement de consensus. C'est-à-dire quand on s'intéresse à la fermeture de la fente, notamment de la fente palatine, on s'aperçoit que selon les équipes, les habitudes, il y a différentes techniques chirurgicales qui sont utilisées. Le principe quand même de la chirurgie primaire du voile, c'est de reconstituer l'anatomie des muscles du voile du palais. Là, sur le schéma, on a sur cette vue, on a l'anatomie normale d'un voile et on s'intéresse plus particulièrement à ce qui est en rose, c'est-à-dire que les muscles élévateurs du voile, et on voit que ces muscles élévateurs du voile sont médians et donc c'est eux qui contribuent entre autres au mouvement du voile. Dans une fente, on voit que ces muscles en fait sont accrochés au bord postérieur des lames. Et donc, le principe de l'intervention, ça va être de rétablir l'anatomie la plus proche possible de l'anatomie sans fente. Les fonctions du voile, elles sont multiples. Donc, le but de la chirurgie, c'est de rétablir ces fonctions. La respiration, bien sûr. La fermeture de la fente va permettre de réguler et d'orienter le flux d'air expiratoire vers les cavités de résonance buccale et nasale. La déglutition, donc le voile il se ferme hermétiquement et donc le bol alimentaire va descendre vers l'œsophage et tant que la fente n'est pas fermée, on va avoir des rejets par la cavité nasale en sachant bien que les rejets sont surtout importants au départ et au fur et à mesure que l'enfant grandit, on a souvent beaucoup moins de passages, voire presque plus de passages du tout par le nez. L'audition, on en a parlé tout à l'heure, important de vérifier cette audition puisque les muscles palatins permettent la contraction de la trompe d'Eustache et donc d'aérer cette oreille moyenne et donc d'éviter les otites séromuqueuses. Et enfin, la phonation, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément évaluer tout de suite puisqu'en fait, il va falloir qu'on attende que le langage se mette en place. Et cette phonation, c'est la production des sons de la parole et du langage avec une différenciation entre les sons oraux et les sons nasaux. Alors la chirurgie primaire, quelle que soit la technique utilisée, il faut que le chirurgien qui fait la fermeture de fente, il ait des objectifs. Donc ces objectifs, c'est d'abord une réparation anatomique plan par plan, et notamment une réparation musculaire. Il faut que la suture se fasse sous tension, parce que si la suture est sous tension, en général, on a des complications et notamment des désunions. Ensuite, le but de la chirurgie du voile, c'est de rétablir à la fois la position et la longueur du voile. Donc, il faut veiller à ce que la chirurgie ne raccourcisse pas le voile du palais. Et enfin, il faut se projeter sur l'avenir et notamment le respect de la croissance faciale. Dans les techniques dont je vais vous parler tout à l'heure, il y a certaines techniques qui sont connues pour avoir des répercussions sur cette croissance faciale. Donc le protocole chirurgical et le protocole, nous, qu'on utilise à Necker, la fente vélopalatine, elle est fermée éventuellement en un temps entre 6 et 8 mois. Si la fente est vélaire ou si la fente est complète mais relativement étroite. Si jamais on a une fente large, ce qui est souvent le cas des robins puisqu'on a parlé de fente en U, on fera une véloplastie intravélaire vers 6-8 mois et on fermera la fente osseuse en général 6 à 12 mois plus tard. Les différentes techniques. Donc, je vous ai mis quand même, parce que mon maître, Marie-Paul Vasquez, m'a appris cette technique quand j'étais jeune chef. Donc, c'était la technique de Malek. Donc, c'était une véloplastie avec des incisions en S à la jonction entre la fibromuqueuse et le voile du palais, qui permettait de ramener les deux hémivoiles, mais qui avait l'inconvénient de laisser des zones cruentées. Cette technique avait l'avantage, et c'est la seule qui permettait de le faire, d'opérer éventuellement les bébés du voile à 3 mois de vie.
suivi. Bon, c'est une technique qu'on a laissée de côté. Aujourd'hui, la chirurgie primaire qu'on réalise ici à Necker, c'est la technique de véloplastie intraveilaire de Sommerlade. C'est une technique qui correspond, on dira presque au gold standard, puisque c'est une technique qui est adoptée par la plupart des centres Eurocleft et beaucoup d'équipes françaises. Le principe, c'est anatomique, donc c'est de rétablir l'anatomie des muscles du voile du palais. C'est une chirurgie qui est moins délabrante que la précédente, puisqu'il n'y a pas du tout de zone cruentée. Par contre, c'est une chirurgie qui nécessite une courbe d'apprentissage. Il y a une dissection très précise des muscles et ça nécessite que le voile ait une certaine taille. Donc, c'est pour ça qu'on peut rarement faire cette chirurgie avant 6 mois, vers même 7-8 mois pour les robins, parce qu'ils ont souvent des fentes plus larges et des voiles un peu plus hypoplasiques. Donc voilà le principe. Donc vous voyez l'orientation des muscles. Donc on va les déplacer, les libérer des lames palatines, les translater en faisant une dissection à la fois du plan buccal et du plan nasal. Donc on voit bien le principe avec une vue péropératoire. Donc ça c'est la technique qu'on utilise ici à Necker et que beaucoup d'équipes françaises encore utilisent aujourd'hui. La deuxième technique qui est utilisée par certaines équipes, c'est la véloplastie de Furlow. Donc le principe, en fait, c'est une double plastie avec des aides opposées au niveau vélaire. On fait un Z au niveau nasal et l'autre Z au niveau du plan oral. C'est des lambeaux avec une base postérieure muco-musculaire. C'est une chirurgie qui a une courbe d'apprentissage relativement facile et qui est relativement rapide. Les suites opératoires décrites par les chirurgiens qui la réalisent sont simples et ça permet de repositionner quand même les muscles et d'allonger le voile. Et le Z fait qu'il y a moins de rétraction de la cicatrice longitudinale. Et il semblerait qu'il y ait aussi moins de fistules puisqu'il n'y a pas de superposition des sutures. Néanmoins, c'est parfois une technique qui entraîne, par rapport à la véloplastie intraveilaire, un risque d'asymétrie du voile. Donc, je vous ai mis le comparatif, la véloplastie intraveilaire en haut et le double Z de Furlow. Si la fente n'a pas été fermée en une fois, on va s'intéresser à la fermeture du palais osseux. Je vous l'ai mis, mais c'est fortement déconseillé, c'est la fermeture en une seule fois par uranosaphilographie. C'est-à-dire qu'en fait, on va rapprocher les deux émis palais en réalisant des incisions latérales et en déplaçant la fibromuqueuse. C'est très pourvoyeur d'hypomaxillie quand cette chirurgie est faite à l'âge de 8 mois. En général, quand il y a une fente large, il vaut mieux faire la véloplastie dans un premier temps et attendre quelques mois pour fermer la fente osseuse. Souvent, en plus, on a un rétrécissement de la fente osseuse qui va faciliter la chirurgie. Donc, c'est pour ça qu'on attend souvent 6 à 8 mois pour faire le deuxième temps. Le principe de la fermeture de fente osseuse, c'est qu'on repasse dans la fente osseuse et on va libérer la fibromuqueuse à partir de la fente osseuse et on va rapprocher à la fois le plan nasal qu'on aura libéré au-dessus des lames, puis la fibromuqueuse palatine. Donc vous voyez une vue post-opératoire immédiate avec la suture médiane. Quelques variantes de la technique. Parce qu'il faut quand même essayer d'être exhaustif. Donc ça, c'est des fermetures de fente avec une incision latérale de la fibromuqueuse. Et on voit aussi le fameux lambeau de Vomer ici. Donc en fait, on prend un lambeau de Vomer dit en feuillet de livre qui va être suturé de part et d'autre du plan nasal pour recréer l'anatomie des fosses nasales. Donc là aussi, c'est une technique qui peut être utilisée. Si on n'a pas de zone cruentée au niveau de la fibromuqueuse, ça peut être acceptable. Néanmoins, la technique suivante, qui est la fameuse fermeture en un seul temps, selon les techniques de Vaux-Vardil avec les VY. Donc la technique, c'est une incision latérale de la fibromuqueuse en passant un petit peu à distance de la gencive. On va libérer, on va désinsérer au niveau musculo-aponevrotique, au niveau des lames palatines, libérer l'artère palatine qui est derrière, hop, qu'on voit ici, hop. Ensuite, on va libérer le plan nasal, suturer le plan nasal, soit bord à bord, soit éventuellement avec un lambeau de Vomer.
Et ensuite, on va faciliter le rapprochement de la fibromuqueuse en cassant les crochets des ptérygoïdes et ensuite fermer le plan fibromuqueux médian et on laisse en fait des zones cruentées. Ces zones cruentées chez l'enfant petit, notamment avant l'âge de 1 an, encore une fois, est très pourvoyeur d'hypomaxillie. Mais c'est assez tentant parce que c'est une seule opération et on a l'impression qu'on règle le problème. Mais là encore, il faut être toujours très, très prudent en chirurgie de fente sur les gestes et il faut toujours avoir la vue petit et puis voir ce que ça devient plus tard. Et le but de la chirurgie, c'est de rétablir l'anatomie et de ne pas être délétère. Donc, et c'est parfois pas les premières années qu'on voit qu'on a été délétère, mais c'est souvent des années plus loin. Et quand on fait des fentes depuis très très longtemps, on se rend compte des catastrophes qu'on peut parfois avoir, y compris nous-mêmes si on n'a pas bien réfléchi à ce qu'on faisait. Les suites post-opératoires, globalement, elles sont toutes les mêmes. Donc, il faut veiller, bien sûr, à ce que le traitement antalgique soit bien adapté. Donc, nous, on a recours à systématiquement une association de paracétamol et de morphine, soit sous forme de PCA, mais de plus en plus d'oramorphe si l'enfant déglutit. On les met encore sous antibiotiques corticoïdes pendant 48 heures. L'alimentation, on va supprimer le biberon tétine. Alors, selon les chirurgiens, c'est entre 15 et 28 jours pour mettre un petit peu au repos ces muscles qu'on vient d'opérer. C'est des bébés qui sont souvent à la cuillère et ça nous arrange bien parce que souvent, les parents remarquent qu'après la chirurgie, même si on a dit qu'il fallait attendre, que ce n'était pas la fente qui contribuait à toute leur misère, etc., c'est vrai que souvent, après la chirurgie, ce que remarquent les parents, c'est quand même une facilité certaine au niveau de la prise alimentaire et souvent, ils mangent mieux après la chirurgie. On les revoit entre 3 semaines et 1 mois en post-opératoire et on va mettre en route le suivi. Je ne vais pas parler de la suite puisqu'on a un topo sur l'orthophonie, mais ce qui est super important de savoir, c'est que même si c'est une fente palatine, les robins sont suivis comme toutes les autres fentes. C'est un suivi qui se fait jusqu'à la fin de la croissance. Il y a des âges clés, il y a le langage, bien sûr, il y a l'ORL, les otites séromuqueuses, parce que pour bien parler, il faut bien entendre. Et puis le suivi chirurgical avec la croissance, les dents. Guillaume a dit qu'ils avaient souvent aussi des petits maxillaires, ce qui est vrai. Donc il y a tout ça qui va être évalué. Et donc nous, on les suit gentiment jusqu'à l'âge de 18 ans. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Véronique. Tu peux rester parce qu'il y a quelques questions. Pardon. Tu as fait un topo particulièrement complet à la fois sur les techniques de levée d'obstacles chirurgicales et sur les techniques chirurgicales, par honnêteté, et c'était parfait. Est-ce que tu peux nous donner ta position vis-à-vis des techniques à la fois de levée d'obstacles et des techniques chirurgicales qui semblent très agressives et dont on le sait qu'elles peuvent être péjoratives sur la croissance de l'enfant, et quels sont les guidelines que l'on peut développer, puisque dans le PNDS, on a quand même aussi eu quelques orientations thérapeutiques. Effectivement, je ne pouvais pas ne pas parler de la distraction mandibulaire et de la labioglossopexie. Bon, c'est vrai que quand on parle avec les équipes qui font la labioglossopexie, ils ont l'impression que c'est une technique qui marche bien, etc. Bon, encore, j'ai été élevée depuis toute petite dans le Robin et Marie-Paul Vasquez a toujours dit, moi je ne comprends pas pourquoi on attache cette langue en avant, il faut la laisser bouger et c'est positionnel. Alors, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la plaque de Tübingen. C'est vrai qu'on est de plus en plus enthousiaste sur cette plaque. On se dit peut-être que finalement cette plaque va nous aider pour les quelques rares robins qui ont besoin de la trachéotomie, ceux qui rament aussi avec la VNI. On voit bien, on en discute souvent avec Véronique parce que finalement ces prises en charge, elles sont médico-chirurgicales. Et on voit très bien que dans tous les topos, même des chirurgiens, ils sont très, très, très pédiatres. Et donc, distraction, je crois qu'on n'en fera jamais. La bioglossopexie, par rapport aux autres équipes, je crois que on n'en fera non plus jamais. Bon, c'est soit on arrive à lever les obstacles par la sonde nasopharyngée, la VNI, voire la fameuse TPP, et puis si vraiment on n'y arrive pas, la trachéotomie, mais on en a finalement très très peu maintenant. Donc mais il faut respecter les prises en charge des différents centres avec leurs habitudes.
Très bien. Et comme je pense que pas mal de chirurgiens sont également connectés, je voulais te poser une question sur la fermeture chirurgicale de la fente, parce que effectivement, on est passé il y a très longtemps d'une chirurgie en un temps qui pouvait être un peu délabrante à maintenant assez souvent des chirurgies en 2 temps, puisque même dans les fentes labiopalatines, on se rend compte qu'une fois qu'on a fermé le voile, la fente palatine se rétrécit, qu'on fait des gestes beaucoup moins agressifs. Comment est-ce que tu évalues quand tu vois ces enfants au moment de la chirurgie primaire? Celui-là, je vais l'opérer en 1 fois, celui-là en 2 fois. Est-ce que tu as des mesures de la quantité de fibromuqueuse que tu peux avoir pour fermer en un temps? Je dirais qu'en fait, je dis toujours aux familles que c'est le jour où je les opère que je vois comment ça vient. Parce que parfois, il y a des fentes, et tu te dis, oh là là, mais bon, ça va être 2 fois. Et puis en fait, chirurgicalement, ça se libère, tu fais un beau plan nasal, tu ramènes bien ta fibromuqueuse et ça se passe bien. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile. Et c'est vraiment la qualité des tissus. Alors je ne sais pas vous, votre impression, mais c'est souvent vraiment au moment où on les opère qu'on voit comment ça vient. Et moi, je leur dis toujours, la technique, elle est la même qu'on les opère en 1 ou 2 fois, et donc si ça vient, on fera qu'une seule opération. Très bien. Merci beaucoup. Mais merci à vous.